Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Un certain monsieur Goldstein, demeurant 80 rue de Paris, à Lille, ne reçut jamais le colis qui lui était destiné le 12 septembre 1929. Et pour cause, monsieur Goldstein n'existait pas. Par contre, le colis, lui, existait bien. C'était un gros colis. Un colis chargé, semble-t-il, 3 jours auparavant par un chauffeur de taxi nommé Flotte, devant le 18 de la rue Saint-Gilles à Paris, ou par un autre chauffeur de taxi nommé Piloté, quelque part en banlieue, qui sait, de toute façon à destination de la gare du Nord. Le dit colis fut tranquillement et normalement enregistré par un employé indifférent contre un reçu en bonne et due forme, et poursuivit son petit bonhomme de chemin dans un fourgon à bagages jusqu'à Lille, où personne ne vint le chercher. On envoya un avis d'arrivée à l'adresse calligraphiée qu'indiquait l'étiquette, et l'avis revint portant la mention « Inconnu » à l'adresse indique. Ce colis était une malle d'osier assez grande, assez lourde, et au bout de 3 ou 4 jours passés à la consigne de la gare de Lille, assez nauséabond. Si bien qu'un employé s'en approcha avec une légitime curiosité, l'ouvrit sans difficulté, car elle n'était pas fermée à clé, et recula de frayeur et de dégoût. À l'intérieur de la malle d'osier, il y a un homme, les genoux pliés sous le menton, les bras pliés sous les genoux, ligoté comme un vulgaire paquet. Son crâne porte des marques sanglantes, un gros paquet d'ouate entoure sa tête. À première vue, il est mort. À la seconde, il semble bien avoir été étranglé de surcroît, ce qui n'arrange pas son aspect. Il porte une cravate. On a rangé soigneusement une serviette de cuir à ses côtés. Dans la poche de sa veste, on trouve un portefeuille avec des papiers d'identité et des titres au porteur. Il s'appelle Frédéric Rigaudin, il a 33 ans, il est célibataire, comptable de son état. Les documents de sa serviette le confirment. Mis à part le désordre de sa tenue, tout est bien rangé dans la malle. Frédéric Rigaudin est mort en comptable organisé, muni de tous ses papiers. Comment peut-on en vouloir suffisamment à un comptable pour le rouer de coups? Comment peut-on le détester suffisamment pour l'étrangler? Comment peut-on le haïr au point de le ficeler dans une malle et le mépriser au point d'expédier le tout à quelqu'un qui n'existe pas? C'est un mystère de plus dans les dossiers extraordinaires de la police. Le 18 octobre au matin, un bon mois après la découverte de ce que la presse friande de sensations appela immédiatement la malle sanglante de Lille, M. Ami, jeune policier de 29 ans, chef du service de l'identité de la police judiciaire à Paris, se présente au 18 de la rue Saint-Gilles, dans le quartier du Marais. Il frappe à la porte d'une petite boutique d'aspect minable, celle d'un artisan tailleur. Michel Almazian, dit Almazov, porte une cinquantaine indéfinissable, il est marié, père de 4 enfants, c'est un ancien combattant de Sébastopol. Son commerce marche mal. C'est la seconde fois qu'il ouvre sa porte à un policier enquêteur. En effet, le juge d'instruction, Matifa, chargé de l'affaire de la malle sanglante de Lille, a déjà fait perquisitionner dans sa boutique le 14 septembre dernier. Le matin supposé du crime, on aurait vu Rigaudin se diriger vers la boutique d'Almazov. Il y allait souvent, dit-on, probablement pour vérifier la comptabilité du commerce. Or, Almazov n'a pas d'alibi ce jour-là avant 20h30, heure à laquelle il était à Montmorency. D'autre part, Rigaudin portait sur lui une somme de 4000 francs et l'on a retrouvé dans ses poches la modique somme de 28 francs 30. Enfin, Almazov est en faillite, il vit au jour le jour, il est oisif, sans ressources connues, mais fréquente assidûment les cafés du quartier, menant, dit-on, une vie dissolue. Cela a suffi pour que le juge Matifa décide une première perquisition chez lui, où l'on n'a rien trouvé de suspect, pour l'instant du moins. Il semble toutefois que le juge ne soit pas au courant de la nouvelle perquisition à laquelle vient se livrer le policier Ami.
Le jeune et nouvel enquêteur pénètre dans la boutique. Son œil soupçonneux balaie le sol pavé, les murs nus et sales, l'évier à siphon, s'arrête sur un tabouret de bois, une table encombrée de pièces de tissu, examine une porte vitrée où on a collé un papier vitrophane qui empêche de voir de l'extérieur. Il fait sombre. Almazov retire ses lunettes rondes pour les essuyer nerveusement pendant l'examen de son visiteur. Sans ses besicles, il a l'air inoffensif, plutôt petit, un peu hibou surpris. Avec elle, il a l'air malin, voûté par des années de besogneux commerce. Oh, nul ne songerait à l'imaginer en criminel étrangleur à la vue de ses courtes mains de tailleur. Mais, pour Ami, directeur de l'identité judiciaire et policier compétent, c'est un témoin suspect dont les premières déclarations ne sont pas satisfaisantes. Et sa boutique, le théâtre possible d'un crime sanglant. Le policier Ami est agressif. L'absence de pistes sérieuses dans cette affaire contrarie son chef direct. Le juge d'instruction Matifat piétine beaucoup trop depuis la découverte du cadavre de Rigaudin. Dans la quiétude de son cabinet, il ne s'inquiète pas des ironies de la presse qui tournent les policiers en ridicule et parle d'incompétence. Mais Benoît, l'ambitieux et bouillant directeur de la PJ, ne supporte plus les sarcasmes des journalistes. Depuis quelque temps, on parle trop de crimes impunis, de scandales étouffés, de femmes coupées en morceaux, qu'aucun assassin ne réclame. Piqué au vif, et sans commission rogatoire, il a entamé une enquête personnelle et s'est rendu à Lille, flanqué d'Ami et d'un autre collaborateur, le commissaire Nicole. Là, ils ont rencontré le docteur Muller qui a fait l'autopsie du cadavre de Rigaudin. Ils lui ont demandé un morceau de ouate qui enveloppait son crâne. Ami l'a enfermé dans une enveloppe et fourré dans sa poche, puis les trois policiers sont rentrés à Paris aussi discrètement et rapidement qu'ils en étaient partis, car ils n'ont pas le droit d'opérer en dehors de leur territoire, surtout sans en informer le juge d'instruction. Un morceau de ouate, c'est maigre pour démarrer une enquête. Mais on a ramené la pièce à conviction numéro 1 à la malle d'Osier. On l'a remise dans un taxi, puis dans le train, sans précaution particulière, et elle a refait, à vide cette fois, le même chemin mais en sens inverse. On a ramené aussi la chemise de Rigaudin, au col taché de sang, et l'on a appris à détail scabreux. L'état des vêtements du malheureux comptable pourrait laisser supposer qu'il a été surpris par la mort en galante compagnie. Or, Rigaudin avait des clients petits commerçants en général, lesquels ont des épouses comme celle d'Almazov, par exemple. Voilà pourquoi le policier Ami, de retour de Lille, fouine inlassablement dans l'arrière-boutique du petit tailleur. Voilà pourquoi le petit tailleur, solidement encadré, disparaît dans les couloirs de la police judiciaire pour interrogatoire serré. Nous sommes le 18 octobre 1929, au matin. Avant de vous parler des quelques graves détails qui vont suivre, détails qui mettront la presse et la Chambre des députés en ébullition, il faut d'abord vous parler, chers amis, de faits importants qui ne semblent pas avoir attiré l'attention des policiers, ou alors ils l'ont bien caché et Dieu sait que ce n'était pas facile. Rigaudin, jeune célibataire, vivait avec sa mère, une certaine Madame Blanc, qui avait été longtemps concierge rue des Pyrénées, dans une maison considérée à l'époque par les initiés comme un repère d'anarchistes ou une officine d'avortement, au choix, sinon les deux. Madame Blanc avait été aussi la confidente très particulière de Miguel Almereda, bien connu à cette époque, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Bonnet Rouge, publication qui se voulait révolutionnaire, mais qui semble bien avoir vécu surtout de divers chantages. Or, 4 mois avant la mort de son fils, Madame Blanc avait été trouvée étranglée chez elle. Et Miguel Almereda, quelques jours avant l'un des procès dont son journal avait l'habitude, était découvert étranglé lui aussi, mais dans sa cellule. On avait alors parlé de suicide. À cette époque, on soupçonna Frédéric Rigaudin d'avoir tué sa propre mère. Mais à peine mis hors de cause, le voilà lui-même étranglé et ficelé dans une malle d'osier. Étrange coïncidence tout de même. Et dans le climat de scandale politique qui régnait à ce moment-là, on en parla beaucoup. Mais on ne fit qu'en parler. Et l'on revint bien vite sur l'assassin possible de Rigaudin, le dernier de ce mystérieux trio d'étranglés. Et le projecteur de l'opinion publique se braque brutalement sur Almazov, le petit tailleur arménien, que nous retrouvons assis sur une chaise de bois dans les locaux de la PJ, au fond d'un bureau discret. Si discret qu'on y entend voler les paires de claques, dit-on. Je m'avance peut-être en parlant de paires de claques, chers amis, ou alors je ne m'avance pas assez, si c'est de coups de poing qu'il s'agit.
En tout cas, ce sont les termes de la plaidoirie de maître Jean-Charles Legrand, avocat déjà célèbre choisi par Almazof pour défendre son mauvais cas. En effet, Almazof, bien qu'officiellement retenu comme témoin, interpellé comme on dit, se trouve en réalité en position d'accusé passible des assises. Ses mobiles supposés ? La jalousie d'une part, sa femme aurait entretenu des rapports coupables avec la victime, ou l'argent, les 4 000 francs disparus de la serviette de Rigaudin. Almazof a bien protesté auprès du juge Matifat et le juge lui a bien répondu de ne pas s'inquiéter, il y aurait une autre piste, dit-il. Mais ce brave juge ne sait pas encore que le policier ami a cueilli, dans l'arrière-boutique du tailleur, une véritable manne providentielle de preuves, du moins pour l'accusation. Seulement, comme il l'a recueilli cette manne, sans mandat légal de perquisition, M. Ami se résigne à en informer le juge qui lui donne le 19 octobre un mandat pour une perquisition qu'il a pratiquée la veille. Messieurs, déclare alors le directeur de la PJ, fier de son subordonné, au journaliste haletant, « Messieurs, je vais faire inculper officiellement Almazof du meurtre de Rigaudin. On a trouvé chez lui des taches de sang. » Et voilà le boutiquier dans de très mauvais draps, car nanti de ces éléments de preuve, le juge Matifat va donner une mission d'expertise au fonctionnaire ami, spécialiste du microscope judiciaire, pour en faire des certitudes. Enfin, l'affaire de la malle sanglante semble prendre un bon départ pour la police, et l'on a toute confiance dans les capacités d'Ami. Non seulement il a lui-même recueilli les indices, mais c'est lui qui va en faire, espère-t-on, des certitudes. Ces indices sont pourtant bien microscopiques, si microscopiques qu'il a fallu une deuxième perquisition en écarquillant bien les yeux pour les trouver. Qu'y a-t-il donc dans le dossier de M. Ami ? Des traces de sang sur un battant de porte, des traces de sang sur un petit morceau d'ouate saisi dans le siphon de l'évier, un brin de bois ou d'osier, une trace de sang sur un tabouret de bois. Cette dernière fera d'ailleurs couler beaucoup d'encre, si j'ose dire, nous le verrons par la suite. Voyons maintenant les pièces à conviction recueillies par Ami dans les résidus de la malle d'osier. Des fibres de coton mélangées à des poils, des fragments d'une substance rouge ressemblant au papier collé sur la vitre de la boutique d'Almazof, un fragment d'une graminée exotique, un seul et unique cheveu blanc qui n'appartient pas à la victime. Ami est donc chargé de remettre un rapport d'expertise de tout cela au juge d'instruction. Il prend son temps, comme tout expert qui se respecte, et remet ce qu'il appelle un rapport scientifiquement accablant pour Almazof. Le sang trouvé est indubitablement du sang humain, et il peut être le même que celui de la malle. Bien que les deux échantillons soient tous deux desséchés, ils sont tous deux chargés de tréponèmes du genre syphilitique, mauvais genre, et c'est les réactions de Bordet-Wassermann qui le dit. De même, les deux échantillons de sang n'ont pas réagi au typhus s'il était besoin d'une autre preuve. À propos de ces arguments scientifiques, maître Jean-Charles Legrand, avocat d'Almazof, dira plus tard, dans une belle envolée de manchettes, « Cela revient à dire, messieurs les jurés, qu'Ami a constaté que les deux sangs appartiennent à des catégories d'individus au nombre probable de 39 millions sur le sol français. » Cela fait beaucoup d'assassins possibles, et les contre-experts vont entrer en scène, bien entendu, car quand il y a expertise, il y a évidemment bagarre d'experts, c'est bien connu. « Le cheveu est un cheveu blanc, il appartient à Almazof, affirme M. Ami, et j'ai trouvé une graminée exotique dans la malle, la même que dans la boutique. » « Cet unique cheveu n'est pas identifiable, rétorquent les contre-experts au nombre de 3. Et la graminée exotique, c'est du sorgho. On en trouve dans tous les cotons. » Et la bataille de microscope continue, s'enfle et s'envenime pour finir par tourner en rond pendant des mois à propos de la fameuse tache, grosse comme une tête d'épingle, trouvée sur le tabouret qu'Ami prétend être du sang humain. Et Almazof, pendant ce temps-là, que devient-il ? Eh bien, il est en détention préventive, et on l'a transféré des bureaux de la PJ à la prison de la Santé. Il a demandé sa mise en liberté provisoire, déposé plainte pour mauvais traitement durant son interrogatoire. Il attend la signature du juge sur un billet de sortie. D'après son avocat, il en a bien besoin. Lunettes de travers, œil de chien battu. Il a l'air de s'être cogné dans toutes les portes du palais de justice, en les prenant de front l'une après l'autre. Le juge Matifat, seul dans son bureau, s'apprête à signer la liberté provisoire. Nous sommes le 8 novembre 1929, il est 10 heures du soir. Le palais est sombre, les autres bureaux sont fermés, les lumières éteintes.
Le juge s'apprête à sortir lorsque les lumières se rallument. Une brigade spéciale de la PJ arrive en trombe, pousse devant elle un témoin de dernière minute, un témoin à charge, bien entendu. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Messieurs les jurés, plaidera-t-il, le nom de ce témoin appartient à l'histoire et restera le prototype du témoin un peu particulier. Il s'appelle Jean-Baptiste Flotte. C'est un chauffeur de taxi qui prétend avoir chargé la malle en osier, 13 rue Saint-Gilles, au domicile de mon client, à l'heure qu'il faut, dans les conditions qu'il faut, et qui de plus reconnaît formellement cette malle. C'est miraculeux. Mais avant cela, Almazof retourne bien sûr dans sa cellule préventive. « Je jure que je suis innocent, dit-il tranquillement, comme s'il évaluait la qualité d'un tissu. » L'accusation reprend de plus belle, tandis que les 3 experts continuent à démolir l'expertise faite par Ami. L'opinion publique commence à murmurer. Almazof est inculpé depuis plusieurs semaines, mais il met en doute les méthodes de la police, et ce qui devait arriver arrive. Almazof devient l'affaire Almazof, une affaire d'État. La silhouette du petit tailleur à lunettes va se profiler à l'horizon de la 2e séance du 29 novembre 1929 de la Chambre des députés. On s'y interpelle sur les méthodes employées par la police à l'égard des citoyens qu'elle présume coupables pour faciliter leurs aveux spontanés. Un député radical socialiste interpelle le ministre de l'Intérieur sur la légitimité de l'article 10 qui permet aux fonctionnaires de police tout acte nécessaire à la constatation d'un crime. 52 heures d'interrogatoire, de fouille, de brutalité pour un témoin. Est-ce là l'article 10 du Code criminel? On applaudit à l'extrême gauche et à gauche. Clamer à la presse qu'un témoin est coupable avant le juge d'instruction. Est-ce là respecter les citoyens? On applaudit de nouveau à gauche. Le ministre de l'Intérieur, André Tardieu, rétorque. J'ai rappelé aux fonctionnaires qu'ils n'avaient pas à faire de communiqué à la presse, mes ordres seront exécutés. On applaudit au centre et à droite, interruption à gauche. Un fonctionnaire de police a déclaré à la presse « Almazof est un forcené. Les traces de coups qu'il porte proviennent des blessures qu'il s'est faites dans sa colère et la lutte que nous avons dû soutenir pour le calmer. Nous l'avons ramassé, placé dans un fauteuil avec beaucoup de ménagement. Si la bagarre a eu lieu, c'est la faute de l'inculpé. » On rit à l'extrême gauche. Un député commente « C'est toujours la même chose, c'est la joue du soldat qui a rencontré la main de l'adjudant. » Nous voilà bien loin de l'infortuné Rigaudin étranglé et ficelé dans sa malle d'osier avec sa petite serviette et sa cravate de comptable méticuleux sous son crâne fracassé. Nous voilà bien loin d'Almazof lui-même. Bien sûr, la question débattue est grave sur le fond et les avocats signent des pétitions. Le public s'émeut, mais Almazof n'est plus qu'un prétexte. Tout seul dans sa cellule, il continue de nier. Les taches de sang sur le bas de ma porte, c'est le mou de mon chat que j'ai l'habitude d'accrocher à un clou. L'étiquette de la malle, ce n'est pas mon écriture. Le coton taché de sang dans l'évier, ma femme est hémophtysique. Mon alibi, un chauffeur de taxi dont la déposition a été bizarrement égarée dans les bureaux de la PJ, confirme qu'à l'heure de l'enregistrement de la malle à la gare du Nord, j'étais à Enghien. Le cheveu, on ne l'a pas identifié. C'est bien que la Chambre des mises en accusation signe une ordonnance de non-lieu le 4 avril 1930 et le 9 avril, Almazof quitte la prison de la Santé. La cour d'assises ne le verra pas. Quelques jours plus tard, il affichera son innocence certifiée en compagnie de sa femme et de son avocat dans un théâtre où l'on joue Aveux spontanés de Henri Janson, pièce inspirée, dit-on, de se démêler avec la police. Entre-temps, le rapport d'expertise du chef de l'identité judiciaire a définitivement été tourné en ridicule, et Almazof le traîne en justice en lui réclamant 1 million de dommages et intérêts. Sa plainte contre la PJ pour coups et blessures se solde par un non-lieu, et le tribunal le déboute de sa demande contre Ami en le condamnant au dépôt. Pourtant, certains qui suivirent l'affaire de près restèrent persuadés de la culpabilité d'Almazof. Il aurait tué pour de l'argent, mais ailleurs que dans sa boutique dont la porte était trop petite pour laisser passer la fameuse malle, ainsi que le démontrera une reconstitution imaginée par son avocat. L'assassinat de Frédéric Rigaudin resta donc impuni, et officiellement du moins, on ne chercha
ni ne trouva d'autres pistes. Et pourtant, après l'assassinat de sa mère, Rigaudin s'était, paraît-il, confié à un photographe de ses amis. Il aurait dit « Ils ont tué ma mère pour la voler. Quand ils n'auront plus d'argent, ils recommenceront. Ce sera peut-être moi la prochaine victime. » Avait-on une idée au sein de la police de l'identité de ces « ils » au pluriel? Quoi qu'il en soit, malgré diverses sanctions autour de lui, Ami fut considéré par ses supérieurs comme un fonctionnaire de police compétent et inattaquable. Il demeura à son poste, mais une dernière déclaration dans la presse ridiculisa définitivement son rapport d'expertise scientifique et fit courir un immense fou rire sur la France. L'un des trois experts, Gabriel Bertrand, fut interviewé par un journaliste de Paris Soir sur la fameuse tâche du tabouret qu'Ami prétendait être du sang humain. « Maître, dit le journaliste, pensez-vous qu'un homme dont le métier est de procéder à des analyses puisse se tromper à ce point? Si ce n'était pas du sang humain, qu'est-ce que c'était ?» « C'est effroyable, répondit l'expert, frémissant d'indignation. « C'est effroyable. Ce n'était pas du sang. J'ose à peine le dire. C'était de... Je ne préciserai pas plus, chers amis. C'en était peut-être. » Cela permit en tout cas à un rédacteur du journal L'Œuvre, retenant cette déclaration de l'expert, d'écrire que Monsieur Ami s'était enfoncé jusqu'au cou dans la matière même de son erreur. Curieux, cet extraordinaire dossier de la police. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. En mars 2019, à l'île Rousse, en Corse, Bruno Garcia Cruciani abat son ex-compagne, Julie Dwib, de 3 balles de pistolet automatique. Cette affaire émeut la France entière, au point que le gouvernement organise dans la foulée le premier Grenelle contre les violences faites aux femmes. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Bruno Garcia Cruciani. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 3 mars 2019, à 11h30 du matin, Bruno Garcia Cruciani se présente à la brigade de gendarmerie de l'île Rousse. Je viens de tuer mon ex, la mère de mes enfants. Voici mon date. Il a tué son ex-compagne Julie Dwib une demi-heure plus tôt. 3 balles de 9 mm tirées avec un pistolet Glock. Julie Dwib avait 34 ans. Elle était mère de 2 enfants de 8 et 10 ans.
où je rentre dans ce dossier vraiment et je rencontre Bruno Garcia-Cruciani pour la première fois au moment où le dossier en fait est audiencé et où le procès d'assises va avoir lieu dans quelques mois. Maître Camille Radeau, avocat de Bruno Garcia-Cruciani. Je m'attends pas à grand chose parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber et qu'on est habitué à gérer et à rencontrer des profils vraiment très différents. Donc quand je le rencontre la première fois, j'ai pas spécialement d'a priori positif ou négatif parce que je suis pas là pour ça de toute façon. Mais le contact en tout cas se fait très simplement et très facilement. 13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et ravis de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et pour commencer, autopsie d'un féminicide avec la plongée au cœur du procès de l'assassinat de Julie Douillib, tuée en Corse il y a 2 ans par son ex-compagnon. Marion Dubreuil va nous raconter l'engrenage qui a conduit à ce drame que personne n'a pu ou su arrêter malgré des plaintes déposées par la victime. Julie ne reviendra pas, de toute façon, c'est clair. Lucien Douib, père de Julie Douib. Mais si, encore une fois, l'histoire de Julie a fait qu'on parle un peu plus des féminicides, et qu'aujourd'hui c'est le mot qu'on emploie, eh ben tant mieux, parce que il faut que ça cesse, quoi. Il faut quand même qu'on comprenne que c'est pas possible, que on peut pas laisser sortir des femmes du commissariat de police sans les protéger. Et Julie a fait tout ce qu'il fallait. Elle a quand même porté 6 plaintes, 5 mains courantes, et elle est ressortie à chaque fois comme si rien n'était. C'est ça qui est pénible, c'est d'entendre tout le temps la même chose. Porter plainte remonte pas, ou on n'en donne pas suite, mais quand une femme elle vient porter plainte pour des menaces de mort où elle se sent en danger, c'est pas n'importe quoi. Il faut les protéger, il faut les sortir de là, il faut trouver une solution. Alors c'est déjà un dossier qui est très fortement médiatisé parce que la famille de Julie Douib, depuis en fait le début du dossier, est très présente dans les médias, est très présente sur les réseaux sociaux, multiplie les actions, les manifestations en soutien à leur fille et puis de manière générale à la cause des violences faites aux femmes. Moi après c'est quelque chose dont je tiens pas spécialement compte. Enfin moi on rentre pas du tout dans ce jeu-là, en tout cas du côté de la défense. Ce féminicide-là a été à l'origine du Grenelle des violences conjugales, le meurtre de Julie Douib en mars 2019. Son conjoint est jugé à partir d'aujourd'hui devant les assises de Bastia. Il risque la perpétuité, un verdict attendu d'ores et déjà par le père de la victime. Moi, j'attends aucun mot de sa part. Je veux juste entendre le 16 au soir la sentence. Voilà, je veux pas entendre qu'il me raconte pourquoi, comment, si Julie était comme ça ou pas comme ça. Il a tué ma fille. C'est tout ce qu'il y a à voir, et il y a un coupable, c'est lui, donc il peut me dire ce qu'il veut, ça m'est égal. La cour. C'est une salle qui est évidemment complètement hostile et des médias complètement hostiles et un contexte complètement hostile. Donc nous, l'idée effectivement à ce moment-là, c'est d'essayer de faire craquer la carapace un peu de Bruno Garcia-Cruciani et d'essayer d'apporter un peu de nuance là-dedans et de voir l'homme derrière le monstre, ouais. Oui, qu'on dépeint bien sûr. C'était le 3 mars 2019. Cette maman de 2 enfants âgés de 34 ans était tuée par balle par son ex-compagnon. Malgré 6 plaintes et 5 mains courantes déposées, 3 jours avant sa mort, elle avait même demandé à la gendarmerie de le désarmer. L'affaire avait eu un tel retentissement qu'elle avait débouché sur le Grenelle des violences conjugales, dont la mère de la maman de la victime, Violette Douib. La question du respect de la parole de ces femmes doit être au centre de ces dossiers. Moi, je voudrais que ces femmes, ces filles, qu'elles soient entendues, mais surtout être prises au sérieux. Parce que moi, je sais que ma fille, quand elle venait au commissariat, on la regardait en rigolant, et puis elle dit « Encore vous ? Elle n'a pas fini votre histoire ?» Ça, il faut pas que ça se reproduise. Il faut les prendre au sérieux. Moi, tout ce battage, en fait, ça m'intéresse pas tellement parce que moi, je parle pas pour le dehors d'abord. Je parle d'abord pour ceux qui sont dans la salle d'audience. Parce que le combat médiatique, en réalité, de toute façon, il est perdu. Il est perdu parce que la voix de la défense dans ce genre de dossier, elle est extrêmement difficile à faire entendre. Parce que c'est un féminicide, parce que ça suscite beaucoup d'émotions. Et donc,
qu'en réalité on n'est pas audible dans ces cas-là, ou en tout cas extrêmement difficilement. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'essayer de le faire se révéler un petit peu. C'est ça moi qui ma crainte la plus, c'est que les gens n'aillent pas voir au-delà de cette carapace. Est-ce que c'est quelque chose qui incombe à l'avocat? Est-ce que c'est quelque chose qui incombe au client? De toute façon, forcément un peu des deux. Mais moi, à titre personnel, j'ai peur de pas réussir à faire voir ce qu'il y a au-delà, et j'ai peur que lui-même n'arrive pas à faire voir aussi ce qu'il y a en dessous de cette carapace. Je rencontre Bruno Garcia Cruciani à 2 reprises. Alain Penin, expert psychologue. Parce que il a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de raisonner, de rationaliser, d'expliquer, et donc il m'a fallu du temps pour l'aborder. Cela étant, j'ai rencontré un homme qui a admis tout à fait l'examen, qui a accepté de s'exprimer sur son trajet de vie, mais aussi sur les faits et surtout sur la genèse de la difficulté de la relation qui s'est installée et qui, selon lui, l'a amené à ce geste. Il souhaite que l'on comprenne, il souhaite que son geste soit expliqué, il souhaite véritablement donner les arguments qui sont les siens, et il va le faire avec un luxe de détail, avec un souci du regard sur son propre comportement, avec l'analyse finalement criminologique de ce qui se passe pour lui. Code B17. Expertise psychologique réalisée par Alain Penin. Au cours des 2 entretiens, Bruno Garcia Cruciani a le sentiment que tout s'est écroulé. Il met en avant essentiellement la souffrance de ses enfants, et il dit: c'est une grosse catastrophe. Ça aurait jamais dû arriver. Aujourd'hui, je pense à mes enfants. Et donc, il se positionne quand même sur le terrain de la prise de conscience, de connaissance de sa responsabilité. Alors, il va évoquer un tir qu'il évoque comme étant accidentel, mais avec beaucoup de détails, il va aller vers l'explication de la genèse du contentieux. Donc, il va expliquer comment Julie Douib a commencé à la 40aine environ à aller dans des salles de sport, et il va dire qu'il s'agit, selon lui, de la crise de la 40aine. Donc, il va commencer à stigmatiser et finalement à critiquer le comportement de Julie Douib. C'est le premier point. Ensuite, il va dire, l'île Rousse est toute petite, et donc moi, on me dit des choses. Il est l'objet de plusieurs commentaires de gens de l'île Rousse qui lui parlent et qui lui parlent du comportement de sa femme. Tiens, on a vu ta femme au bord de la route à San Damiani. Donc on lui fait des réflexions. Et alors, il a des doutes sur la fidélité, et il a des doutes sur la loyauté de Julie, et puis ces doutes vont faire place à des convictions. Et ses convictions, c'est que elle était trop avenante, elle buvait des coups avec les profs de sport. Et moi, je lui ai fait la remarque. Ça a entraîné effectivement quelques disputes au cours de l'été. Et je lui ai même dit, si tu es trop avenante, tu sais comment ça se passe. Alors, ça a dégénéré et il y a eu des disputes. Donc, le point de départ du contentieux, c'est bien le comportement de Julie, au dire effectivement de Bruno Garcia Cruciani. Et là, donc, il va se mettre, petit à petit, après, à élaborer des éléments, et ces doutes vont devenir des convictions. Des convictions qui vont être de plus en plus inébranlables, parce qu'il va collecter des indices. Un jour, je suis tombé sur son téléphone, et il y avait la photo de son prof de sport. Je lui ai dit, ne fais pas trop d'affinités. Donc, il l'avertit, il lui prescrit un changement comportemental. Alors, le deuxième prof de sport a enquillé. Je suis allé chercher les enfants et je les ai surpris en plein débat sexuel. Voilà comment il déroule
le fil du contentieux, le fil de la difficulté à supporter cette situation. Code B17. Expertise psychologique d'Alain Penat. Selon Bruno Garcia Cruciani, la vie de couple est devenue impossible. Sa femme déposait plusieurs plaintes à la gendarmerie au point que les gendarmes en avaient marre de la voir, nous dit-il. Malgré cela, Bruno Garcia Cruciani obtient la résidence principale des enfants à son propre domicile. Selon lui, cette situation a entraîné la colère de sa compagne. Il dit « Julie l'a eu mauvaise, elle m'a fait crasse sur crasse ». Il y a eu des incidents qui se sont passés lorsque il confie ses enfants à ses beaux-parents. Il supporte pas de remettre ses enfants aux beaux-parents parce que il veut, lui, s'en occuper comme et il souhaite le faire. Et puis, à un moment, il y a eu un grave incident avec son beau-père. Ce dernier l'a insulté. Il a dit « Descends de là, espèce d'enculé », quoi. C'est quelque chose qui vraiment a été très douloureux pour lui. Après, il a entendu et il a vu des commentaires sur Facebook. Julie aurait publié un texte en disant « Mais c'est très difficile de vivre avec un pervers narcissique ». Donc il a été stigmatisé par ces éléments qui sont devenus publics par le biais des réseaux sociaux. Et puis, cette situation, il l'a jugée vraiment comme un matraquage qui est venu finalement le déstabiliser. Donc, il retourne un peu la situation en indiquant, c'est comme ça que les choses se sont mises en place et comment cette situation s'est structurée de manière complètement conflictuelle. Il est complètement habité par les émotions. Il est totalement dans l'histoire. Il ne la relate pas, il ne la récite pas, il la vit. Il la vit lorsqu'il me la raconte. Donc on sent la charge émotionnelle, et on sent la force du ressentiment qui existe encore en avril et en juin, au moment où je l'examine. Code B17. Expertise psychologique réalisée par Alain Penat. Le regard que porte Bruno Garcia Cruciani sur lui-même est marqué par une bonne autocritique et une connaissance assez affinée de son mode actuel de réaction. Il dit « Si on se loupe avec moi, c'est pas bon, hein. Je peux être impulsif. Je me suis jamais laissé marcher sur les pieds. » Alors j'essaye de l'amener à cette capacité à regarder son geste, mais je me heurte à un refus finalement, à une impossibilité de sa part, parce que ça fait partie de sa personnalité. Hein. C'est un homme qui est particulièrement carré, qui, on va le dire, est tout à fait psychorigide. Il l'admet tout à fait. Il dit qu'il faut vraiment le bousculer pour qu'il modifie son regard et son opinion. Il est têtu. Il ne change pas d'avis. C'est comme cela qu'il se décrit lui-même. Donc il a vraiment cette conviction que ça devait arriver et que finalement, pour lui, la rigidité de sa personnalité l'amène à la conclusion que c'était inéluctable. Parce que ce dont il est convaincu, c'est que c'est lui qui a subi un préjudice. Ce dont il est convaincu, c'est que Julie n'a pas été correcte avec lui. C'est que Julie l'a trompé. C'est que Julie est allée faire la belle dans les salles de sport et finalement l'a trompé et a mis en péril non seulement la vie de couple, mais surtout la vie de famille. Il est totalement investi sur ses enfants. Il n'a jamais eu d'autocritique, il n'a jamais eu la moindre once de réflexion sur le caractère peut-être inadapté de ses conclusions. Il va avoir une phrase assez détonnante de mon point de vue, c'est « Et tout ça pour un prof de sport ». Bruno Garcia Cruciani
répète à l'expert psychologue qu'il a pété un plomb quand il a découvert que sa femme le trompait. Et au-delà de son cocufiage, ce qu'il n'a pas supporté, c'est de voir exploser son grand projet, une famille unie. Code P13. Rapport d'enquête de personnalité. Bruno Garcia Cruciani rencontre Julie Dwib courant 2006 ou 2007. Il était alors âgé d'une trentaine d'années, elle avait 22 ans, elle était serveuse saisonnière au Club 24, un important établissement de nuit de Calvi. Une relation amoureuse durable s'est dessinée. Elle s'est consolidée dans une vie de couple dont 2 enfants sont issus. Selon monsieur Bruno Garcia Cruciani, le couple était normal, vivait dans une bonne entente, partageait différentes activités, sorties et loisirs, et faisait en sorte que les enfants ne manquent de rien. Et d'évoquer plusieurs voyages ou séjours parents-enfants à Dubaï, au Mexique, en Espagne et à Miami. Je pense qu'il a surinvesti sa vie de famille, celle qu'il disait vouloir construire avec Julie, en contrepoint de la manière dont il a évolué personnellement. Code B13. Rapport d'enquête de personnalité. Bruno Garcia Cruciani est né le 29 juin 1976. Il a 2 sœurs aînées. Il évoque l'ambiance familiale en disant: il y avait des tensions. Les parents s'engueulaient, et puis ils ont divorcé. J'étais pas bien dans ma peau. Mon enfance est une période de souffrance. Bruno Garcia Cruciani, c'est quelqu'un qui a vécu une enfance très difficile parce que ses parents, quand il a à peu près une dizaine d'années, le couple s'écharpe. Maître Camille Rado, avocat de Bruno Garcia Cruciani. Des violences morales, des violences physiques que lui tait en plus, c'est-à-dire qu'il faut attendre un peu les révélations de sa sœur pour en parler. Lui est très pudique par rapport à ça, veut pas se livrer. Il y a des menaces avec armes de la part du père. Il y a des choses très violentes. À tel point que le couple évidemment finit par se séparer. Et lui, alors qu'il a une dizaine d'années, n'aura plus jamais aucune nouvelle de son père, qui finira assassiné devant chez lui dans le Var dans des circonstances très mystérieuses, alors que Bruno Garcia Cruciani l'aura pas revu. Retrouvez Christophe Andelat pour la suite de Code B dans un 2e podcast déjà disponible sur votre plateforme. Carrefour Banque et Assurance. Quand vous me dites la carte passe, invincible. Et oui, votre carte de crédit Pass Standard propose de nombreux avantages. Et en plus, profitez de 30 € offerts en bon d'achat à la suite de sa première utilisation, au comptant ou à crédit. Et c'est dès demain et jusqu'au 24 juin chez Carrefour Banque et Assurance. Carrefour Banque et Assurance. Délai légal de rétractation de 14 jours, voire conditions en agence banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque, RCA Sévry, numéro 313 811 515, numéro Orias 07 031 939. Europe 1. Andelat raconte Code B, la suite de votre épisode. Il faut savoir que son père, qui était chauffeur de car puis chauffeur de poids lourd, est décédé dans des circonstances dramatiques parce qu'il a été victime de tirs par arme à feu à Toulon. Donc le décès dans des circonstances dramatiques du personnage paternel a été quelque chose de douloureux pour lui. Sa propre enfance était une période de souffrance. Et puis vraiment, lorsque le père disparaît de son environnement, c'est un sentiment de dette affective qu'il éprouve. Il a construit, ou il a cru construire une famille idéale en compensation et peut-être en réparation de ce dont il a pâti dans sa propre évolution familiale. Ordonnance de mise en accusation. Le dimanche 3 mars 2019 au matin, Bruno Garcia Cruciani avait pris son arme, des munitions et un silencieux pour se rendre au stand de tir. En route, il avait décidé de s'arrêter chez Julie Dwib pour discuter. Il avait pris son arme qu'il avait glissée dans son pantalon
ainsi que le silencieux qu'il avait placé dans la poche arrière de son pantalon. En prenant son arme à la main, il avait frappé à la porte de l'appartement de Julie Dwib, qui lui avait ouvert. Il était rentré, et alors qu'il avait transporté l'arme en sécurité, il avait engagé le chargeur qui était approvisionné, puis il avait armé le pistolet qui était prêt à tirer avec une cartouche dans la chambre. Tout cela pour lui faire peur. Il prétend avoir conservé un Glock 17, et puis il se rend auprès de la mère, dit-il, pour lui faire peur. Donc il va donner sa version de l'agression, et puis il dit, elle a pris le canon et le premier coup est parti. Donc il développe une thèse accidentelle de l'événement. Il dit vraiment qu'il n'était pas venu avec une intention homicide rencontrer Julie ce jour-là. Il a une impression de fatalité, ça devait arriver. Et en plus, il va rationaliser, il va dire, je ne suis pas le premier ni le dernier à qui ça arrive. Donc, dans cette formulation, on sent comme une forme de banalisation, finalement. Oui, c'est finalement le lot de toutes les difficultés conjugales, hein. Ça en arrive inéluctablement à la violence. Voilà. Il est dans cet état d'esprit au moment de ma rencontre. Et puis, c'est comme cela que moi je pointe. Mais ça n'est pas vraiment mon rôle, hein. Mais je dis non. Tout ça n'est pas inéluctable. Cette catastrophe aurait pu être évitée et vous n'êtes pas le premier, mais ce serait bien que vous soyez le dernier. C'est un petit peu comme ça que je m'adresse à lui. Ça ne prend pas du tout, c'est comme cette remise en question de son propre comportement. Donc, effectivement, il est tout à fait justifiable d'un travail d'accompagnement et de recherche sur lui-même, mais si c'est une façon de redire et de redémontrer ses propres positions, ce sera totalement vain. Il faut non seulement qu'il adhère, mais qu'il accepte ce regard sur son propre comportement, qu'il accède un petit peu à la critique, qu'il accède aussi à davantage de culpabilité par rapport à Julie Dwib, et afin de se remettre en question. Mais c'est tellement verrouillé, corseté chez lui que ce travail, en tout cas, n'avait pas commencé au moment où je l'ai rencontré. En juin 2021, Bruno Garcia Cruciani comparaît devant la cour d'assises de Bastia, en Corse. Il est renvoyé pour assassinat, car le juge d'instruction conclut que quand il est entré chez son ex-compagne, il avait le projet de la tuer. Il risque la peine maximale, la prison à perpétuité avec 22 années de suite. Alors l'ambiance, elle est très pesante, elle est très lourde, mais elle est moins liée à la médiatisation qu'à la personnalité justement de l'accusé. Charlotte Belluet, avocate générale. Qui est dans une position de déresponsabilisation du passage à l'acte. Donc on sait d'entrée, et ce que je perçois déjà avant de venir dans la salle d'audience et ce qui va transparaître tout au long de cette semaine de débat, c'est qu'on est sur un homme qui ne changera pas sa position, qui est dans sa vérité et pour lequel le passage à l'acte est légitime. À partir de ce moment-là, vous savez qu'on n'avait pas de point d'ancrage pour le faire évoluer. Pour le déverrouiller, puisque les assises, c'est aussi une façon d'expliquer le passage à l'acte, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, et de pouvoir justement dire pourquoi c'est arrivé, comment ça s'est passé, responsabiliser l'auteur des faits. Et dans cette affaire-là, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas puisqu'il considère que si la victime est décédée, c'est de sa faute à elle. Marion Dubreuil, vous avez suivi cette première journée d'audience qui a été consacrée aux auditions des enquêteurs ainsi qu'aux motivations de l'accusé. Le mobile, c'est la jalousie. Pour la directrice d'enquête, cela ne fait pas de doute. Julie Dwib avait un nouveau compagnon. L'accusé ne l'a pas supporté. À la barre, la voix de cette gendarme s'éraille quand elle raconte les violences, les brimades, le harcèlement. Julie avait monté tout un dossier, 37 photos de ses bleus sur les bras, le dos, 57 vidéos de scènes de dispute dans lesquelles on entend Bruno Garcia la traiter de débile, de mongole, de tapin. Dans son box, l'accusé trépigne. Le père de Julie quitte la salle. Sa mère essuie des larmes.
Au même moment, les plaintes de Julie étaient classées sans suite, pas suffisamment caractérisées. Jamais de son vivant, se justifie l'enquêtrice. Nous n'avons eu accès à ces éléments. Les 2 jours qui précèdent le meurtre, Bruno Garcia est de plus en plus menaçant. Le vendredi soir, il rôde autour du domicile de Julie. Le samedi, il la suit au cinéma. Elle est terrorisée. L'accusé se confie à son beau-frère. Julie a refait sa vie. Elle m'a menti. On me prend pas pour un con. Il lui montre un pistolet et tire en l'air dans son jardin. Le beau-frère tente de le dissuader. Ne fais pas ça, pense à tes enfants. Le lendemain matin, Bruno Garcia se rend chez Julie et tire sur elle. Pour moi, il n'y a pas de pétage de plomb. C'est pas du tout le sujet de ce dossier-là. Vous êtes sur un assassinat, donc sur un homicide par conjoint, doublé de la préméditation d'un assassinat. Donc vous êtes sur une mort qui est planifiée, organisée, orchestrée par monsieur Bruno Garcia Cruciani. Vous êtes sur un couple, ils sont ensemble depuis 13 ou 14 ans au moment où elle le quitte, et la violence, elle démarre 7 ans avant qu'elle ne le quitte. C'est d'abord une violence qui est d'ordre psychologique, qui conduit à contrôler, surveiller, interdire. Voilà, elle est d'abord là-dedans, Julie Douib. Elle n'a pas de liberté, et à chaque fois qu'elle va essayer de gagner en liberté, l'emprise va l'étrangler. On a ensuite de la violence verbale qui se met en place autour de 2016. On a des enregistrements qui permettent de la corroborer, suivi de violence physique. Donc elle est victime de violence depuis 7 ans, une violence qui est polymorphe. Et elle décide de le quitter, il la met à la porte, comme il le fait souvent, ça aussi c'est de la violence, en exigeant ensuite qu'elle revienne. Et ça doit être autour du 27 septembre 2018, il la met une fois de plus à la porte, et là elle décide qu'elle ne rentrera pas. Donc elle refuse de continuer à être sa chose, parce que c'est ce qu'elle est dans le dossier. Au moment où elle le quitte, elle devient une menace imminente pour la structure de son ego à lui. Et le fait de la tuer, il inverse la menace, il reprend le contrôle qu'il a eu sur elle pendant plus de 7 ans. Voilà, donc à aucun moment, il n'a perdu le contrôle de lui-même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au contraire, en la tuant, il a cherché à maintenir le contrôle qu'il avait sur elle depuis des années. Et il s'est instauré comme propriétaire à vie. Voilà. Et quand vous êtes dans des mécanismes d'appropriation qui sont tels au point de préférer tuer l'autre plutôt que de le voir libre, vous êtes dans la négation de l'autre et vous considérez qu'il est un objet, une chose qui vous appartient. La préméditation, elle était contestée pour une raison assez simple, c'est que si vraiment il était monté avec dans l'esprit de la tuer, il aurait suffi qu'elle ouvre la porte et qu'il la batte tout simplement sur le seuil de la porte. Maître Camille Radou, avocat de Bruno Garcia Cruciani. Ce qui s'est pas passé en réalité, puisque il y a eu, si ce n'est une discussion, une dispute, une altercation, personne n'était là pour le savoir, si ce n'est lui, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de l'appartement qui a conduit au coup de feu. Mais encore une fois, s'il s'agissait d'un assassinat, il serait peut-être venu à visage couvert pour ne pas être reconnu par les voisins, il ne serait peut-être pas venu avec son véhicule, il l'aurait peut-être justement tué sur le seuil de la porte et serait immédiatement reparti, ce qui n'est pas passé. Donc il y a tout un tas d'éléments qui permettaient en tout cas de douter de cette préméditation. Il arrive avec une arme. Pas de discussion possible. On sait que la scène, elle dure 4 minutes, entre le moment où il va rentrer au domicile et le moment où il va ressortir, 4 minutes. On sait, puisque monsieur Bruno Garcia Cruciani le dit à l'audience, qu'il l'a fait asseoir à plusieurs reprises par terre au cours de ces 4 minutes. Donc là aussi, vous êtes dans un rapport de domination avec quelqu'un au sol qui est humilié et quelqu'un qui est en hauteur avec une arme. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est manifestement prémédité. Il y va pas pour lui dire qu'il l'aime ou quel que soit ce qu'elle dira. De toute façon, elle va mourir. Et tout se passe en 4 minutes. J'ai dit que la scène avait duré 4 minutes puisqu'on arrive à pouvoir quantifier le temps dans lequel il reste au domicile. Et à ce moment-là, j'ai décidé de cesser de mes réquisitions sur 1 minute. 1 minute de silence pour faire comprendre aux jurés quel est le rapport au temps. Parce que 4 minutes, ça peut paraître très court. Mais en réalité, 4 minutes, c'est très long. C'est très long pour une victime qui sait qu'elle va mourir. C'est très long pour l'auteur des faits parce que pendant 4 minutes, il aurait pu décider de ne pas commettre, de ne pas être dans ce passage à l'acte, de ne pas aller au bout de sa logique homicide. 4 minutes, c'est très long.
Arrêtez-vous 1 minute de parler, vous verrez, c'est très long. Donc 4 minutes, c'est très long, en réalité, par rapport à ce qu'on croit. Et ça démontre à quel point Monsieur Garcia Cruciani était déterminé dans son passage à l'acte. Déterminé. Donc on n'est pas sur un coup de sang du tout. On est, une fois encore, dans quelque chose qui est prémédité, orchestré, préparé. On a une certitude de la mort qui fait froid dans le dos. Code B17. Rapport d'expertise psychiatrique du docteur Della. Bruno Garcia Cruciani ne présente pas de dangerosité sur le plan psychiatrique. Sur le plan criminologique, il existe des éléments défavorables comme son type de personnalité, le fait qu'il ait pu passer à l'acte et qu'il se pose toujours en victime. La critique de Monsieur Garcia Cruciani reste superficielle et ses regrets vont surtout par rapport au fait qu'il est incarcéré, situation qu'il n'arrive pas à accepter. D'être sur une personnalité, quelqu'un qui n'a pas de maladie mentale. Ce n'est pas quelqu'un de fou, c'est quelqu'un de dangereux criminologiquement, mais pas psychiatriquement. Dans une extrême psychorigidité qui ruine sa rancune. Qui a une critique très partielle des faits et qui souffre de paranoïa, c'est-à-dire qu'il s'estime persécuté par les autres, c'est le père de Julie Douib et ce professeur de sport, et il a donc des cibles potentielles à abattre. Et on est en plus dans une inversion de la culpabilité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si Julie Douib est morte, c'est de sa faute à elle. Et ça m'amène à demander cette réclusion criminelle à perpétuité. La peine qu'on propose, c'est une peine de monstre. C'est une peine pour un monstre, voilà. Et donc un monstre, c'est un psychopathe multirécidiviste, voilà, pour moi. Donc Bruno Garcia Cruciani n'est pas un psychopathe multirécidiviste. Et donc on doit aller au-delà de ça. Et c'est ça qui est très compliqué quand vous avez des injonctions, quand vous avez les médias toute la journée qui vous disent mais c'est extrêmement grave, c'est un monstre, c'est horrible ce qu'il a fait, c'est impardonnable, etc., etc. Et que cette musique en fait résonne depuis des années, résonne dans les médias pendant le procès, etc. Bah c'est difficile de l'écarter et de faire réaliser aux gens qu'il y a autre chose. Mais c'est ça qui doit se passer. D'une manière générale, je pense qu'on vit dans une société où la nuance disparaît et où on a tendance quand même à se polariser, où tout est noir, où tout est blanc, alors que la vie, en fait, c'est pas du tout ça. Et comme une cour d'assises, c'est pareil, c'est-à-dire que les qualités ne sont pas du côté de la partie civile et tous les défauts ne sont pas du côté de l'accusé. C'est pas comme ça que ça marche parce que la vie est toujours plus compliquée que ça. Donc, ce qui doit se passer dans une cour d'assises, c'est justement d'essayer de s'extraire de cette polarisation, d'expliquer aux gens que non, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, que la normalité, bah, c'est un concept quand même qui est un peu difficile à appréhender, que que c'est très subjectif et que la nuance, en fait, c'est ce qui permet de finalement prononcer la peine la plus juste qui soit, parce qu'autrement, en fait, encore une fois, voilà, on dit bah vous avez tué quelqu'un, c'est extrêmement grave, donc on vous condamne à 30 ans ou à perpétuité de toute façon, et puis on arrête de se discuter. Moi, je pense que c'est dans ce genre de dossier et dans ce genre de moment que le rôle de l'avocat prend son sens, c'est-à-dire à ce moment-là, il s'agit de porter la voix de quelqu'un qui n'en a plus, qui est plus audible. Maître Rado, vous avez la parole pour la défense de Monsieur Bruno Garcia Cruciani. L'audience a été extrêmement dure de toute façon. Donc moi je suis habitué à ça, mais c'est toujours difficile de toute façon de se lever pour parler, pour défendre un homme contre qui on demande la perpétuité. De toute façon c'est difficile parce que les enjeux sont importants et parce qu'il y a une responsabilité qui nous incombe de toute façon. Donc c'est vrai qu'on se demande à chaque fois pourquoi on s'inflige ça, parce que c'est vraiment une douleur physique et mentale. On souffre, on porte ça. Alors je sais pas si c'est le cas de tout le monde, de tous les avocats, mais on disait de Dupond-Moretti pendant des années qui vomissait avant de plaider, parce qu'on peut pas y aller sereinement de toute façon. On peut pas rester serein quand on demande la peine la plus haute qui existe dans le système judiciaire et dans le code pénal. Forcément, on sent une responsabilité et forcément, on peut pas y aller sereinement. Mais ce stress, cette douleur, elle est aussi importante et elle peut
elle se transforme en force en fait finalement, parce que justement elle pousse à cette sincérité. Et je pense encore une fois, quand on est sincère, que les gens le perçoivent et que ça peut que servir en fait la personne qu'on défend. Mesdames et messieurs, la cour. C'est la pire attente du monde d'une manière générale pour un avocat. L'ambiance est extrêmement pesante. Il y a ces petits bruits, vous voyez, de l'imprimante, les gens qui chuchotent, la tension qui commence à monter, puis le silence de plomb. Lucien et Violetta Douib sont sortis serrés l'un contre l'autre de la salle d'assises. La réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté vient d'être prononcée contre l'assassin de leur fille. Les parents de Julie Douib tombent dans les bras de leurs proches, de leur soutien. Des pleurs, des larmes, des sourires aussi, mais pas d'explosion de joie. La famille et les amis de Julie semblent exténués. Les premiers mots du père sont pour sa fille. On pense à Julie depuis 2 ans et demi. Donc le verdict nous a... Si elle est là-haut et qu'elle nous écoute, j'espère qu'elle sera contente de nous. Voilà. Pouvoir vivre sans cette crainte et annoncer demain ou après-demain aux enfants qu'ils vont pouvoir ne pas penser à ce qui va leur arriver demain. Un an plus tard, en appel, Bruno Garcia Cruciani écope de la même peine. Réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté et un retrait total de son autorité parentale. C'était On de la raconte, version Code B, rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Mathieu Fret. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.